Ses mains tremblaient en tenant le plateau, le regard fixé sur le piano à queue au centre de la salle. L'homme de la table 7 désigna l'instrument et éclata de rire, la mettant au défi de jouer. Il ignorait qu'il était sur le point de subir une humiliation cuisante. L'assiette faillit glisser des mains de Chloé Martin lorsqu'elle entendit la voix traverser la salle. C'était Antoine Dubois, propriétaire de 3 grandes sociétés de BTP, attablé avec d'autres hommes d'affaires à la table la plus chère du restaurant. Il lui fit signe comme on appelle un animal, claquant des doigts en l'air, tout en souriant à ses amis. Le brouhaha des conversations commença à s'estomper et Chloé sentit le poids de tous les regards se poser sur elle. « Hé, vous, la fille !» lança-t-il, en la montrant du doigt sans même vraiment la regarder. « Venez ici une seconde. » Chloé prit une profonde inspiration et s'avança vers la table, serrant le plateau vide contre sa poitrine comme un bouclier. Les 3 hommes la dévisageaient avec cette sorte d'amusement cruel qui précède une mauvaise blague. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» demanda Dubois, s'adossant à sa chaise en cuir tout en faisant tourner son verre de vin. « 3 semaines, monsieur. 3 semaines, répéta-t-il, regardant ses amis avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Alors vous ne connaissez pas encore toutes les coutumes de cet établissement. » Un des hommes à côté de lui étouffa un rire. Chloé serra les doigts sur le plateau jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Elle connaissait ce ton, ce regard. Elle l'avait vu lors de chaque entretien d'embauche refusé, sur chaque porte qui s'était fermée devant elle. Dans chaque « vous n'avez pas le profil recherché » déguisé en politesse. « Vous voyez ce piano là-bas ?» Dubois désigna l'instrument au centre de la salle, sous le lustre de cristal qui jetait une lumière dorée sur les touches. « Je parie que vous n'avez jamais touché un instrument pareil de votre vie, n'est-ce pas ?» Le restaurant plongea dans un silence total. Les serveurs s'immobilisèrent, plateau suspendu. À la table voisine, une femme en robe bleue tenait son verre immobile à quelques centimètres de ses lèvres. Le directeur, Julien, près de l'entrée, tourna la tête si brusquement qu'il faillit faire tomber les menus qu'il tenait. « Monsieur, je dois retourner à mon service, » dit Chloé, la voix basse mais ferme. « Non, non, attendez. » Dubois se pencha en avant, les coudes sur la table comme pour confier un secret. « Je vais vous faire une offre. Vous allez à ce piano et vous jouez n'importe quoi, n'importe quelle note. Si vous y arrivez, je vous laisse un pourboire de 1 000 €. » Un murmure parcourut la salle. Chloé sentit une sueur froide couler dans son dos. Le directeur fit un pas en avant, mais Dubois leva la main sans le regarder. « Mais il y a une condition, poursuivit-il, son sourire s'élargissant. Quand vous échouerez, parce que je parie tout ce que j'ai que vous ne vous êtes jamais approché d'un tel instrument, vous servirez notre table gratuitement pour le reste de la soirée, sans pourboire, et vous remercierez pour cette opportunité. » Ses amis éclatèrent de rire. Le son résonna contre les murs de marbre, ricochant sur les miroirs art déco, transformant l'élégant restaurant en arène de cirque. Chloé se mordit la lèvre jusqu'à sentir le goût métallique du sang. Ses mains tremblaient, mais pas de peur. C'était de la colère. Une colère qui bouillait dans sa poitrine et lui montait à la gorge comme de la lave. Elle regarda le piano, puis Dubois. Puis tous ces gens qui regardaient, attendant qu'elle baisse la tête et accepte l'humiliation comme si elle faisait partie du salaire. « J'accepte, » dit-elle. Le sourire de Dubois vacilla une fraction de seconde, avant de revenir, plus large encore. Il ne s'attendait pas à cette réponse. Personne ne s'y attendait. Chloé posa son plateau sur une table vide et se dirigea vers le piano à queue, chaque pas résonnant dans le silence tendu de la salle. Quand elle tira le tabouret et s'assit, ses mains cessèrent enfin de trembler. Dubois se tourna sur sa chaise, le verre levé vers ses amis, préparé au spectacle de l'humiliation qu'il était certain de voir. Chloé plaça ses doigts sur les touches et toute la salle retint son souffle. Dubois leva son verre vers ses amis, ce sourire de supériorité collé au visage, comme s'il avait déjà gagné. Il ne la regardait même pas, plus soucieux de faire rire ses collègues que de prêter attention à ce qui allait se passer. Puis, elle joua la première note. Le son sortit pur, cristallin, remplissant l'espace comme de l'eau versée dans un verre vide. Dubois s'arrêta,
le verre en l'air, un sourcil arqué, souriant toujours, mais avec une pointe de confusion commençant à poindre dans ses yeux. La deuxième note retentit, puis la troisième, et alors les mains de Chloé commencèrent à danser sur le clavier avec une fluidité qui fit faire 2 pas en avant à Julien. La bouche bée. C'était Chopin. Nocturne en mi bémol majeur, opus 9, numéro 2. Les notes s'écoulaient les unes après les autres, délicates et puissantes à la fois, comme si chaque touche était un mot d'un langage secret qu'elle seule pouvait parler. Le lustre en cristal semblait vibrer avec la musique, projetant des fractales de lumière dorée sur les murs, tandis que les doigts de Chloé se déplaçaient avec une précision chirurgicale. « Mon Dieu !» murmura la femme en robe bleue, posant lentement son verre pour ne pas faire de bruit. Son compagnon se pencha en avant, les coudes sur la table, complètement hypnotisé. En cuisine, quelqu'un fit tomber une casserole et le fracas fut immédiatement suivi d'un « chu » furieux. Dubois abaissa son verre, lentement. Le sourire disparut de son visage comme de la cire fondue. Il regarda ses amis qui ne le regardaient plus. Ils étaient tous tournés vers Chloé, puis il reporta son regard sur elle avec une expression mêlant choc et quelque chose qui ressemblait à de la colère, comme si elle l'avait trahi en étant douée. Les notes continuaient de couler, montant et descendant en vagues émotionnelles qui serraient le cœur. Chloé jouait les yeux fermés maintenant, la tête légèrement inclinée, complètement immergée dans la musique. Il n'y avait plus de restaurant, plus d'uniforme étriqué, plus d'Antoine Dubois et de ses paris cruels. Il n'y avait que les touches sous ses doigts et la musique qu'elle gardait en elle depuis l'enfance. Un jeune serveur, posté près du bar avec un plateau de verre vide, laissa échapper un soupir audible. Julien se passa la main sur le visage, réalisant qu'il avait une pianiste de niveau professionnel servant des tables dans son restaurant et qu'il n'en avait aucune idée. « Elle joue mieux que le pianiste que nous engageons le samedi », murmura une cliente à son mari, la voix tremblante d'émotion. L'homme se contenta d'acquiescer, incapable de parler. Dubois s'agita sur sa chaise, mal à l'aise. Il prit sa serviette et s'épongea le front, puis but une grande gorgée de vin, comme s'il avait besoin de courage liquide pour affronter la situation. Un de ses amis, un homme grisonnant en costume gris, se tourna vers lui avec une expression sérieuse. « Tu savais qu'elle jouait comme ça ?» demanda-t-il, la voix basse mais tranchante. Dubois ne répondit pas. Il se contenta de serrer son verre si fort que ses doigts en devinrent blancs. La musique changea de rythme, devenant plus intense, plus urgente. Les mains de Chloé volaient sur les touches maintenant, exécutant des passages complexes avec une facilité qui défiait la physique. Elle ne faisait pas que jouer. Elle racontait une histoire de douleur, de lutte, de toutes les portes qui s'étaient fermées, de tous les « vous n'êtes pas à la hauteur » qu'elle avait entendus. Et maintenant, elle transformait tout cela en beauté. Une larme coula sur la joue de la femme en robe bleue. Elle n'essaya même pas de l'essuyer. À la table du coin, un couple âgé se prit la main sur la nappe, les yeux brillants des souvenirs que la musique ravivait. Le restaurant entier s'était mué en cathédrale, et Chloé était la prêtresse au centre, officiant un rituel d'émotion pure à travers les touches d'ivoire. Dubois déglutit difficilement. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il posa son verre sur la table. Son air de supériorité s'était évaporé, remplacé par quelque chose de plus complexe. La honte mêlée de colère, l'admiration mêlée de ressentiment. Il s'était attendu à une farce, il s'était préparé à rire, à humilier, à se sentir supérieur. Et maintenant, il était là, assis, forcé d'être le témoin du talent pur de quelqu'un qu'il avait jugé sans rien savoir d'elle. Le directeur s'approcha de la table de Dubois, à pas lents, délibéré. Il se pencha et murmura quelque chose à l'oreille d'un des hommes d'affaires, qui hocha légèrement la tête sans quitter Chloé des yeux. Une fumée de tension commença à s'élever de la table 7, visible uniquement dans le langage corporel de Dubois, qui devenait de plus en plus rigide, la mâchoire serrée. Les notes commencèrent à ralentir, devenant plus douces, plus introspectives. Chloé arrivait à la fin du morceau, guidant chacun dans une descente émotionnelle lente et contrôlée.
Chaque note restait suspendue dans l'air une seconde supplémentaire avant de laisser place à la suivante, créant un espace de respiration collective si beau qu'il en faisait mal au cœur. Puis elle joua l'accord final. Un unique accord soutenu qui remplit la salle, puis s'évapora lentement dans le silence le plus profond que ce restaurant ait jamais connu. Personne ne bougea, personne ne respira. Pendant 3 secondes entières, le monde s'arrêta de tourner. Chloé ouvrit les yeux et regarda Dubois droit dans les yeux. Il n'y avait ni triomphe dans son regard, ni colère. Il y avait seulement un calme absolu, une dignité qui n'avait pas besoin de mots pour crier son message. Elle avait prouvé quelque chose qu'il ne serait jamais capable de comprendre. Et tous deux le savaient. Le premier applaudissement vint de quelqu'un au fond de la salle. Un son solitaire qui résonna dans l'atmosphère figée, puis un autre, et encore un autre. En quelques secondes, tout le restaurant était debout, applaudissant à tout rompre, une ovation sincère et prolongée. Des femmes séchaient leurs larmes, des hommes frappaient sur les tables, les serveurs souriaient ouvertement. C'était le genre de moment qui ne peut être feint, où l'humanité brute s'échappe simplement par les pores. Dubois devint livide. Il se leva brusquement, la chaise raclant violemment le sol. Personne ne remarqua le bruit, couvert par les applaudissements, mais ce geste suffit à glacer l'atmosphère autour de sa table. Ses 2 amis continuaient d'applaudir, mais plus sobrement, le regardant avec un mélange de gêne et de déception. « Très bien, la fille, vraiment très bien », dit Dubois d'une voix forte, forcée, ce sourire en plastique réapparaissant sur son visage comme un masque qu'il maintenait en place par un effort physique. « Mais soyons honnêtes, n'est-ce pas ? N'importe qui peut jouer s'il s'est assez entraîné. Ce n'est pas du génie, c'est juste de la répétition. » Le silence retomba sur la salle. Chloé était toujours assise au piano, les mains jointes sur ses genoux, observant Dubois avec un calme qui le perturbait visiblement. Le directeur, Julien, s'avança, son corps formant une barrière subtile entre Dubois et Chloé. « Monsieur Dubois, je pense que c'était absolument exceptionnel. » dit Julien, la voix douce mais ferme. « En fait, en 20 ans de métier, je n'ai jamais rien vu de tel. »« Bien sûr que vous n'avez jamais vu ça, » rétorqua Dubois avec un rire amer. « Parce que vous restez ici, dans cette petite salle, sans savoir ce qu'est le vrai talent. Le talent, c'est ce qu'on voit dans les grands opéras, dans les vraies salles de concert. Ici, c'est juste du divertissement pour désespérer. » Une femme à la table voisine sia, incrédule. Son mari, du genre silencieux mais observateur, fixait Dubois avec une expression suggérant qu'il venait d'assister à quelque chose de rare et de déplaisant. La femme en robe bleue murmura quelque chose à son compagnon qui secoua lentement la tête. Chloé se leva du tabouret d'un mouvement mesuré, délibéré. Elle se dirigea vers son plateau vide et le ramassa, gardant les yeux fixés sur un point indéfini devant elle, comme si Dubois n'existait pas. Mais il continuait de parler. « D'ailleurs, je parie que vous ne connaissez même pas l'histoire de ce morceau. Chopin, c'est ça ? Vous avez probablement mémorisé les notes sans rien comprendre au sens réel, comme un perroquet qui répète de jolis mots dans une langue qu'il ne parle pas. » Le directeur prit une grande inspiration, sa mâchoire se contractant. Il leva la main pour parler, mais Chloé l'arrêta d'un geste subtil. Elle se tourna vers Dubois avec une lenteur pesante, intentionnelle. « Le nocturne en mi bémol majeur, » dit-elle, la voix basse et maîtrisée, a été composé en 1830. Chopin l'a dédié à Madame Camille Pleyel. C'est un morceau qui parle de la perte, de l'impossibilité de retenir les belles choses, de la façon dont le monde vous prend ce qui compte le plus. Dubois ouvrit la bouche, puis la referma. Ses amis le regardèrent maintenant comme on regarde quelqu'un s'enfoncer dans un trou qu'il a lui-même creusé. « Maintenant, je retourne servir, » continua Chloé, saisissant le plateau avec une force nouvelle. « Et vous allez payer ce pourboire de 1 000 € que vous avez promis, ou je devrais demander au directeur de ne plus vous servir de boisson tant que ce ne sera pas réglé. » Un des collègues de Dubois se mit à rire, un rire franc qui résonna dans la pièce comme une sentence. Chloé s'éloigna, laissant Dubois là, rigide comme une statue d'orgueil blessée dans un costume cher. Mais tandis qu'elle s'éloignait, le directeur se pencha vers Dubois avec un calme dangereux. « Le paiement sera en espèces ? Ou vous préférez la carte, monsieur ?
Dubois ne répondit pas. Il se rassit simplement, vaincu, tandis que son univers commençait à s'effondrer d'une manière qu'il ne pouvait pas encore totalement saisir. La réputation qu'il avait méticuleusement bâtie se fissurait, et la seule chose qu'il savait bien faire, humilier les autres, venait de se retourner contre lui devant tout son cercle social. Dubois inspira profondément, passant la main dans ses cheveux d'un geste calculé. Il réfléchissait, stratégique, se recomposant devant tout le monde. C'était ce qu'il faisait de mieux, récupérer. Il se leva lentement, ajusta sa veste, et ce sourire familier revint sur son visage, mais cette fois, il était différent. C'était un sourire chargé d'argent, de pouvoir et de la croyance absolue que tout en ce monde avait un prix. « Écoutez, » dit-il en s'approchant du piano où Chloé réorganisait la desserte, « je pense que nous avons mal commencé. Vraiment, vous avez du talent. Un talent authentique. » Il posa une main sur l'instrument, ce geste de propriétaire. « Combien gagnez-vous par mois ici? En servant des tables ?» Chloé ne répondit pas. Elle continuait de plier les serviettes qu'elle avait ramassées. « Parce que je me dis, » poursuivit Dubois d'une voix douce et persuasive, « qu'une personne de votre niveau ne devrait pas être ici. Elle devrait être dans un meilleur endroit, plus approprié. » Il sortit son portefeuille de sa poche intérieure en extrayant une carte de visite dorée. « J'ai des relations, des gens importants. Je pourrais leur parler, vous trouver un poste dans une véritable école de musique, comme professeur peut-être, avec un salaire respectable. » Julien s'adossa au bar, observant la scène avec l'air de quelqu'un qui regarde un autre tenter de panser une plaie avec un couteau à beurre. « Ou, continua Dubois en se rapprochant de Chloé, vous pourriez travailler pour moi. J'organise des réceptions chez moi tous les dimanches. Des amis importants viennent. Vous joueriez quelques morceaux, je vous paierais bien. Très bien même. » Une femme qui observait murmura quelque chose à son amie. Chloé regarda enfin la carte, puis Dubois, son regard aussi tranchant que du verre trempé. « Non, merci, » dit-elle simplement. « Vous n'avez même pas écouté toute l'offre, » protesta Dubois, sa voix perdant son vernis artificiel. « Je vous offre littéralement des opportunités pour lesquelles la plupart des gens tueraient. Le respect, l'argent, la reconnaissance sociale. Vous m'offrez des opportunités, » répéta Chloé, un triste sourire effleurant ses lèvres, « parce que vous découvrez que j'ai du talent. Mais il y a 5 minutes, vous pariez que je n'étais rien, que j'étais une blague sur pattes. » L'air autour d'eux devint épais, trop lourd pour respirer. « C'était juste une plaisanterie, » dit Dubois, sa voix se durcissant, ses doigts se crispant sur la carte de visite. « Les gens plaisantent tout le temps. Vous ne pouvez pas tout prendre au sérieux. Une plaisanterie ?» Une voix résonna dans le restaurant. Julien s'était détaché du bar et s'approchait d'eux. « Monsieur Dubois, j'étais là. J'ai entendu chaque mot. Ce n'était pas une plaisanterie. C'était de l'humiliation. Et maintenant que vous avez découvert que vous aviez tort, vous voulez compenser avec de l'argent, comme si ça pouvait effacer la saleté. » Dubois se raidit complètement. Ses yeux se plissèrent, sa mâchoire se contracta avec une violence presque visible. Il regarda autour de lui, dans la salle où tous l'observaient avec des expressions allant de la pitié au mépris pur. « Savez-vous qui je suis ?» dit-il à voix basse, dangereuse, comme un venin distillé en 3 mots. « J'ai bâti la moitié de cette ville. Les gens me doivent des faveurs, le respect. Et vous, une simple serveuse, allez me dire comment je dois agir. » Chloé posa les serviettes sur le comptoir du bar, ses mouvements lents et délibérés. Puis, elle se tourna vers lui. Et à cet instant, toute l'illusion de contrôle que Dubois avait soigneusement entretenue toute sa vie s'effondra, parce qu'elle n'était pas en colère. Elle était calme, et il y avait sur son visage quelque chose, une pitié sincère, qui était plus dévastatrice que n'importe quel cri. « Vous ne comprenez pas, dit-elle, que personne ici n'est impressionné par ce que vous avez bâti. Nous sommes tous impressionnés par qui vous avez choisi d'être, et c'est exactement ça, le problème. » La main de Dubois trembla. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Ses amis se levèrent et commencèrent à marcher vers la sortie, et tandis qu'ils partaient, sans payer l'addition, Dubois réalisa qu'il avait perdu quelque chose de bien plus précieux que l'argent.
Il avait perdu l'illusion que l'argent suffisait à acheter la dignité. Dubois resta seul dans le restaurant. Ses amis avaient disparu, le laissant là avec son verre à moitié plein et l'addition complète. Il regarda Chloé, et cette fois, il n'y avait plus de déguisement, plus de masque. Juste un homme blessé, dangereux et désespéré de reprendre le contrôle par n'importe quel moyen. « Vous croyez que vous avez gagné ?» dit-il en marchant lentement vers elle. « Que parce que vous avez joué quelques jolies notes, vous valez mieux que nous tous, que vous méritez le respect ?» Il s'approcha trop près, envahissant son espace personnel, cette vieille tactique d'intimidation. « Laissez-moi vous parler du monde réel. Ce que vous avez fait là, c'était mignon, c'était joli. Mais vous savez ce qui compte vraiment? Vous savez qui s'en souviendra demain ?» Chloé ne recula pas. Elle resta là, immobile, attendant. « Personne !» continua Dubois, un rire amer résonnant sur les murs vides. Julien était proche, observant, prêt à intervenir. Ça deviendra une vidéo virale, ça fera 500 vues, et puis ça disparaîtra. Vous retournerez servir des tables, je retournerai bâtir des villes, et la vie continuera exactement comme avant. Peut-être, dit Chloé, sa voix ferme comme le roc. Mais vous vous en souviendrez. Vous vous réveillerez la nuit en pensant à ce moment. Vous verrez mon visage chaque fois que vous fermerez les yeux pendant un bon moment. Dubois silla comme s'il avait reçu un coup. Parce qu'elle avait raison, et il le savait. Ce moment s'était insinué quelque part au fond de lui, là où il ne pouvait plus se le cacher. « Savez-vous pourquoi je vous ai humilié ?» demanda-t-il, la voix plus basse maintenant, plus révélatrice. « Parce que vous êtes jeune, parce que vous êtes noir, et que vous servez dans un restaurant chic. Parce que je le pouvais, et personne n'allait rien y faire, parce que les gens comme vous apprennent tôt qu'ils doivent remercier pour les miettes. » Un silence absolu enveloppa le restaurant. Une cliente encore présente déglutit, les larmes aux yeux. « Mais ensuite vous avez joué, » continua Dubois, et il y avait quelque chose de brisé dans sa voix, comme du verre pilé. « Et je n'ai pas pu maintenir l'histoire que je me racontais, que vous étiez inférieur, que vous méritiez moins. Parce que vous êtes plus que je ne le serai jamais, et c'est insupportable. » Julien fit un pas en avant, mais Chloé leva la main. Elle voulait entendre la suite. « Depuis l'âge de 13 ans, » commença Chloé, sa voix maintenant chargée d'un poids nouveau. « J'économise pour payer des cours de piano. Depuis 13 ans, je fais le ménage dans des hôtels particuliers comme le vôtre. Julien, j'ai aidé mon père sur des chantiers. Vous savez combien de fois j'ai entendu que c'était sans espoir, que les Noirs n'avaient pas leur place dans les endroits sophistiqués, que je devais accepter ma place ?» Elle respira profondément. 63 fois. Je les ai comptés. Dubois pâlit. « Vous avez humilié beaucoup de gens dans votre vie, » continua Chloé, marchant maintenant, tournant autour de lui comme un prédateur qui a enfin compris sa force. Des employés que vous avez virés parce qu'ils refusaient de subir vos abus. Des femmes que vous avez harcelées. Des hommes que vous avez écrasés professionnellement juste parce que vous le pouviez. Vous croyez que personne ne s'en souvient, qu'il n'y a pas de poids à tout ça. Comment savez-vous ces choses ?» murmura Dubois. « Parce que l'une d'elles est ma mère, » dit Chloé, et les mots s'abattirent sur lui comme des pierres. Vous l'avez licenciée il y a 5 ans d'un projet de construction parce qu'elle a refusé vos avances. Elle a passé des mois en dépression. Elle a passé des mois à se détester parce qu'elle croyait avoir fait quelque chose de mal. Mais c'était faux. C'est vous qui êtes un homme minuscule dans un costume hors de prix. » Le visage de Dubois devint cendré. Ses genoux flageolèrent. Il se rattrapa au dossier de la chaise la plus proche, le monde tournant sous ses pieds. « C'est ma mère qui m'a amené ici, » continua Chloé, sa voix maintenant calme, mesurée, dévastatrice dans sa simplicité. « Quand elle a su que vous veniez dans ce restaurant, elle m'a demandé de trouver du travail ici, d'attendre le bon moment, de vous laisser vous révéler exactement tel que vous êtes, parce qu'elle voulait que vous voyiez vraiment ce que vous avez gaspillé, ce que vous avez jeté comme un déchet. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Dubois. Pas des larmes de remords, pas encore. Des larmes de choc, de reconnaissance. D'une vie entière de mauvais choix convergeant enfin en un seul point d'impact. « Le pourboire de 1 000 € que vous aviez promis ?» dit Julien en s'approchant de Dubois avec le terminal de paiement.
Mettons 10 000, ce sera un début pour une dette bien plus importante. Dubois n'opposa aucune résistance. Il composa simplement son code, effectua le paiement, puis s'assit sur la chaise comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. L'homme qui était entré dans ce restaurant tel un empereur s'était transformé en fantôme de lui-même. La porte du restaurant s'ouvrit et une femme entra. Chloé se figea, car cela ne faisait pas partie du plan. Sa mère n'était pas censée venir. Mais elle était là, Sylvie, encore dans sa tenue de travail, venue directement après son service pour être là. Dubois leva les yeux et la reconnut immédiatement. Son visage devint blanc comme un linge, comme s'il avait vu un fantôme. Et c'était le cas. Le fantôme de chacune de ses décisions cruelles, maintenant incarné et marchant vers lui avec une dignité qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais acheter. « Maman », murmura Chloé, et le mot sortit comme une prière. Sylvie s'approcha de Dubois et resta simplement là, à le regarder. Pas avec haine, avec quelque chose de plus dévastateur, la tristesse de quelqu'un qui réalise combien de temps elle a perdu à haïr un homme qui n'en a jamais valu la peine. Elle était petite, menue, mais sa présence dans la salle était immense, indiscutable. « Vous ne me reconnaissez pas », dit Sylvie, la voix ferme comme l'acier. « C'était il y a 5 ans. J'étais l'ingénieur civil qui a refusé vos avances sur le projet Les Jardins du Nord. Vous avez dit que j'étais une ingrate, que je devais accepter mes limites, que les femmes comme moi ne devraient pas être à des postes de direction. » Dubois tenta de dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. « J'ai mis 3 mois à retrouver du travail après que vous m'ayez mise sur liste noire dans le secteur, » continua Sylvie, et il y avait maintenant un tremblement dans sa voix qui était pire que n'importe quel cri. « Pendant 3 mois, ma fille s'est réveillée la nuit parce que je pleurais dans la cuisine. Ma fille a dû me consoler, à 12 ans, parce que vous aviez décidé que vous aviez le droit de faire du mal à une femme qui vous avait dit non. » Julien posa doucement une main sur l'épaule de Sylvie, offrant un soutien silencieux. La femme en robe bleue séchait ses larmes, incapable de regarder Dubois sans avoir la nausée. « Mais Chloé n'a jamais cessé de croire en elle-même, » dit Sylvie, et son regard s'adoucit en se posant sur sa fille, « parce que je lui ai appris que sa valeur ne venait pas d'un homme comme vous, qu'elle ne viendrait de personne d'autre qu'elle-même. Alors elle a économisé, elle a travaillé, elle a étudié. Et aujourd'hui, vous avez vu exactement ce que vous pensiez pouvoir jeter comme un déchet. » Dubois se releva lentement, comme un homme très vieux, accablé par la vie. Il regarda Chloé, puis Sylvie, puis le vide. « Je ne savais pas, » commença-t-il. « Vous ne vouliez pas savoir, » l'interrompit Sylvie, et c'était à la fois une accusation et une sentence, parce que les gens comme vous ne veulent jamais savoir les conséquences de leurs actes. Vous vivez dans une bulle où tout le monde n'existe que pour servir votre vanité. » Dubois tomba à genoux, pas théâtralement. Simplement, il tomba, comme si toute la structure qui le maintenait debout venait d'être retirée. Et là, devant tout le monde, un homme qui avait passé sa vie à bâtir des empires en détruisant les autres, voyait enfin clair. Pas une belle image de lui-même, mais une image complète et sans filtre. Les larmes vinrent. Pas les larmes performatives de quelqu'un qui s'apitoie sur son sort. C'étaient les larmes d'un homme qui comprenait enfin tout ce qu'il avait perdu, tout ce qu'il avait gaspillé, tout le mal qu'il avait fait. « Je ne peux pas remonter le temps, » murmura Dubois, le visage dans ses mains. « Non, vous ne pouvez pas, » dit Chloé, et il y avait de la compassion dans sa voix, et cette compassion était plus tranchante qu'une lame. « Mais vous pouvez arrêter. À partir de maintenant, vous pouvez arrêter de faire ça à d'autres personnes. » Julien appela un taxi pour Dubois. Tandis que l'homme se relevait, aidé par quelqu'un, se déplaçant comme un automate, il jeta un dernier regard à Chloé et Sylvie. Et dans ce regard, il y avait tout, un regret sincère, l'humiliation, la perte, mais aussi, peut-être, la première lueur d'une rédemption possible, s'il avait le courage de la poursuivre. Quand Dubois fut parti, le restaurant respira. Chloé serra sa mère dans ses bras, et Sylvie murmura quelque chose à l'oreille de sa fille que personne d'autre ne put entendre. Mais tout le monde sut que c'était important, que c'était vrai.
que c'était l'opposé absolu de ce que Dubois avait tenté de faire quelques heures plus tôt. La vie n'était pas revenue à la normale. Elle avait basculé vers quelque chose de meilleur, de plus honnête, de plus humain. Le silence qui suivit le départ de Dubois était dense, chargé de sens. Julien fut le premier à bouger, s'approchant de Chloé et Sylvie avec un verre d'eau pour chacune. Ses mains tremblaient légèrement en les leur tendant, car il venait d'assister à quelque chose qu'on voit rarement dans une vie. Un moment de justice authentique, non pas mise en scène, mais réel. C'était incroyable, dit la femme en robe bleue en s'approchant lentement, comme si elle entrait dans un lieu sacré. Désolé, je ne veux pas m'immiscer, mais je devais le dire. Mon mari a vécu quelque chose de similaire avec Dubois il y a quelques années. Je n'aurais jamais cru le voir un jour en payer les conséquences. Chloé serra cet inconnu dans ses bras, et dans cette étreinte, il y avait la communauté tacite de toutes celles que Dubois avait blessées. Sylvie posa une main sur l'épaule de sa fille, la regardant avec une fierté qui transcendait les mots. Le directeur commença à recevoir des messages sur son téléphone. Des clients d'autres tables partageaient ce qu'ils avaient vu. Les commentaires sur les réseaux sociaux commençaient à affluer. Mais Chloé ne pensait pas à la viralité. Elle était en train d'encaisser. Son corps tremblait encore sous l'effet de l'adrénaline, de la libération d'années de colère contenue. Sylvie emmena sa fille en cuisine, loin des regards. Et là, elles pleurèrent ensemble. Pas de tristesse, de soulagement. Du poids qui venait enfin d'être levé. Julien entra 30 minutes plus tard, leur apportant une boisson chaude. Il s'assit avec elle sans permission, sachant que c'était nécessaire. « Vous savez que cela aura des conséquences », dit-il doucement. « Dubois a des avocats, il a des amis puissants, il pourrait essayer de se venger. »« Qu'il essaie », répondit Sylvie, sa voix portant la rudesse de quelqu'un qui a déjà tout perdu et découvert qu'on y survit. « Il ne trouvera rien à détruire qu'il n'ait déjà détruit. » Chloé regarda sa mère avec une admiration renouvelée, parce qu'il y avait là une force dont elle avait hérité, qui avait été dans ses doigts tout le temps qu'elle jouait du piano. Les heures passèrent, le restaurant recommença à se remplir pour le service du soir, et tout le monde savait, il savait. Le directeur dut raconter l'histoire à presque chaque nouveau client, car les gens voulaient savoir, voulaient comprendre comment ce moment avait pu se produire. Julien transforma Chloé en légende en temps réel, racontant chaque détail avec une révérence qui la gênait et l'honorait à la fois. Un homme plus âgé, aux traits marqués par le temps, appela Chloé alors qu'elle passait avec un plateau. Il était professeur de musique dans une université privée de la ville, et ce dont il avait été témoin l'avait profondément ému. « Avez-vous déjà songé à étudier sérieusement ?» demanda-t-il en lui tendant une carte de visite. Parce que vous ne devriez pas être ici. Non pas que cet endroit ne soit pas bien, mais parce que vous méritez d'être là où votre talent peut être développé, pas caché. Chloé prit la carte, les mains tremblantes. Julien apparut à ses côtés et lui glissa à l'oreille que cet homme était l'un des professeurs les plus respectés de la région, qu'il ne faisait pas ce genre d'offre à n'importe qui. La réalité était en train de changer d'une manière que Chloé ne pouvait pas encore totalement saisir. Sylvie quitta le restaurant vers 22 heures et Chloé la raccompagna à la porte. Elles restèrent là, enlacées, sous la nuit claire de la ville, qui semblait soudain différente. Comme si l'humiliation initiale avait été le catalyseur d'une transformation bien plus grande. « Tu sais pourquoi je t'ai demandé de venir travailler ici ?» demanda Sylvie, ses doigts caressant le visage de sa fille. « Parce que j'avais besoin que tu vois que ce qu'il m'avait fait ne te définirait pas, que tu étais capable de transformer une humiliation en triomphe. »« Tu savais que j'accepterais son défi ?» demanda Chloé. « Je savais que tu avais ce piano en toi depuis que tu étais toute petite, » répondit Sylvie. « Je savais que personne ne pourrait te l'enlever, peu importe leurs efforts. Dubois a essayé de me voler mon rêve, et il a failli réussir. Mais il n'a pas pu te voler le tien. Et ça, ma fille, c'est tout ce qui compte. » Chloé retourna servir ce soir-là, mais c'était une personne différente. Les clients le remarquaient. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans son sourire, qui avait changé.
Ce n'était pas de l'arrogance, c'était de la présence. C'était quelqu'un qui avait découvert que sa dignité ne pouvait pas être volée, seulement temporairement oubliée. Julien l'appela à la fin de son service. Il lui offrit une augmentation substantielle, mais plus importante encore, il lui offrit des horaires flexibles pour qu'elle puisse étudier. Parce que Julien avait compris quelque chose de fondamental, que parfois, permettre à quelqu'un d'être qui il est vraiment est le plus grand acte de respect que l'on puisse offrir. Quand Chloé quitta le restaurant à l'aube, les rues de la ville semblaient plus lumineuses. Son téléphone vibrait sans cesse de notifications, de gens qui l'ajoutaient sur les réseaux sociaux, lui demandant de jouer, d'enseigner, de partager son talent. Mais elle ne regarda pas son téléphone. Elle se contenta de marcher, respirant l'air de la nuit, se sentant, pour la première fois depuis longtemps, enfin vue. 6 mois plus tard, Chloé était dans un studio de répétition du Conservatoire de Paris, ses doigts courant sur les touches d'un piano à queue Steinway qui valait plus qu'un appartement. La salle était grande, l'acoustique parfaite, les murs blancs et la lumière naturelle abondante entraient par de hautes fenêtres. À ses côtés, le professeur Laurent observait avec satisfaction, notant des détails techniques dans un carnet. « Mieux », dit-il en hochant la tête. « La progression du deuxième mouvement est bien plus fluide maintenant. Vous avez enfin cessé de vous battre contre le morceau pour commencer à dialoguer avec lui. » Chloé sourit, épongeant la sueur de son front. Étudier au conservatoire était différent d'apprendre seul, à travers des vidéos et des tutoriels glanés sur son temps de travail. Ici, il y avait une structure, une méthodologie, et surtout une validation. Ses doigts étaient bons. Son talent était réel. Ce n'était pas juste une illusion née du désespoir d'une serveuse. Elle avait quitté le restaurant 2 mois auparavant, lorsqu'une bourse d'études complète lui avait été accordée. Julien lui avait dit au revoir personnellement, avec une étreinte sincère et la promesse qu'elle pourrait revenir n'importe quand si elle avait besoin de travail. Mais tous deux savaient qu'elle ne reviendrait pas, que ce chapitre était clos. Durant sa première semaine de cours, Chloé s'était sentie déplacée. Les autres étudiants venaient de familles qui, depuis des générations, avaient les moyens de payer une éducation musicale privée. Ils avaient des grands-parents musiciens, des parents critiques d'art, des pianos chez eux depuis l'enfance. Elle avait une mère qui faisait des ménages dans des hôtels particuliers et les cicatrices de celle qui n'est jamais à sa place. Mais elle découvrit que son histoire résonnait. La vidéo de l'affrontement au restaurant avait été partagée plus de 5 millions de fois. Les gens la reconnaissaient dans la rue. Une communauté se formait autour d'elle, composée d'autres femmes noires, qui voyaient en elle une version d'elles-mêmes, luttant contre un monde qui tentait de les définir par leur apparence plutôt que par leurs compétences. Un jour, 2 mois après le début des cours, Chloé reçut un message. C'était de Dubois. Il présentait des excuses formelles, en termes juridiques que son avocat avait clairement aidé à rédiger. Mais en dessous, il y avait une note personnelle, d'une écriture tremblante. Il écrivait qu'il avait quitté son poste de direction dans l'entreprise de construction, qu'il suivait une thérapie, qu'il avait tenté de renouer avec les personnes qu'il avait blessées et de leur offrir une forme de réparation. Chloé ne répondit pas. Elle se contenta de ranger le message, car tout ne mérite pas une réponse, et toute demande de pardon ne mérite pas d'être acceptée. Le travail de repentance lui appartenait, pas à elle. Sylvie travaillait désormais dans un bureau d'études en tant que consultante sur des projets. Elle avait sauvé sa carrière, s'était réaffirmée sur le marché et disait que c'était en partie parce que voir sa fille triompher lui avait donné le courage de croire à nouveau en elle-même. Elle vivait dans un petit appartement qui leur appartenait, dans un quartier qui n'était pas riche mais qui était digne, et pour la première fois depuis des années, la joie résonnait chez elle. Une semaine avant le concert de fin de semestre de Chloé, elle reçut une invitation. Elle venait de l'orchestre philharmonique de la ville. Il voulait l'entendre jouer, explorer la possibilité de l'inviter en tant que soliste pour une représentation majeure. C'était le genre d'opportunité que les gens attendent toute une vie quand ils l'obtiennent. Chloé répéta le morceau qu'elle allait jouer, Rachmaninov, concerto pour piano numéro 2, avec un dévouement qui parfois l'effrayait.
Parce que maintenant son succès avait des conséquences. Il n'y avait plus d'anonymat derrière lequel se cacher. Il y avait des attentes, un poids. Mais il y avait aussi de la clarté. Elle savait exactement pourquoi elle le faisait. Ce n'était pas pour prouver quoi que ce soit à Dubois. Ce n'était pas pour gagner. C'était parce qu'il y avait en elle une musique qui devait sortir. Et parce qu'elle s'était enfin donné la permission, sa propre permission, de la laisser être entendue. Le jour du concert de fin de semestre, dans un auditorium modeste mais respecté de l'université, Chloé monta sur scène devant 2000 personnes. Son cœur battait la chamade, mais ses doigts étaient froids et calmes. Elle s'assit au piano, prit une inspiration et commença à jouer. Les premières notes sortirent comme une confession, comme une prière, comme un cri silencieux transformé en beauté. Le public disparut. Le monde disparut. Il n'y avait plus que les notes, le piano, et elle, enfin complètement sans excuse, elle-même. Quand elle eut terminé, le silence qui suivit fut identique à celui du restaurant. Mais cette fois, il signifiait quelque chose de différent. Ce n'était pas le silence du choc face à l'inattendu. C'était le silence de gens qui avaient été sincèrement touchés, qui avaient vécu une expérience qui les changerait d'une manière qu'ils ne pouvaient pas encore formuler. Les applaudissements, quand ils éclatèrent, furent différents, eux aussi. Ils étaient respectueux, égaux. Comme si, enfin, après toute cette lutte, Chloé avait gagné ce que tout artiste recherche vraiment. Non pas l'admiration condescendante, mais la reconnaissance entre pairs, en tant qu'être humain, en tant que créatrice, en tant que personne qui méritait d'être là. Sylvie était dans le public, bien sûr, et elle avait les larmes aux yeux. Mais il y avait aussi autre chose. Il y avait de la paix de quelqu'un qui voit enfin ses sacrifices prendre un sens, qui voit sa fille vivre la vie qu'elle méritait depuis le début. Et quand le concert s'acheva et que Chloé descendit de scène, sa mère la serra dans ses bras et aucune des deux n'eut besoin de parler. Tout ce qui devait être dit était contenu dans chaque note qui avait été jouée. Si cette histoire vous a touché en plein cœur, si vous y avez reconnu votre propre combat, laissez un like. Parce que Chloé mérite d'être vue. Parce que chaque personne qui a été humiliée à cause de sa couleur, de son origine ou de sa condition mérite de savoir que son talent et sa dignité n'ont pas de prix. Dites-nous en commentaire, depuis quelle ville regardez-vous cette vidéo? Parce que chaque fois qu'une personne d'un endroit différent regarde cette histoire, elle devient encore plus puissante. Nous voulons savoir d'où vient notre public. Nous voulons aussi vous connaître, vous et votre histoire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines incroyables histoires de transformation. Parce qu'ici, nous proposons des récits qui transforment des vies, qui remettent en question le statu quo, qui montrent la dignité des personnes que la société tente de rendre invisibles. Prenez part à ce voyage. Parce que nous avons besoin de plus de voix pour raconter ces histoires. Choisissez l'une des histoires à l'écran et regardez-la maintenant. La prochaine que vous verrez est tout aussi percutante, tout aussi vraie et puissante. Parce que les histoires que nous racontons ici ne sont pas de la fiction, ce sont des vies réelles, ce sont de vraies personnes, et chacune d'entre elles mérite d'être entendue. Venez avec nous,